Je voudrais saluer vous tous et vous toutes qui avez fait le déplacement pour prendre part à cette cérémonie. Cérémonie de lancement du livre de Dr Awali Tall consacré aux héroïnes d'origine africaine. Mais avant d'entrer dans le vif du programme, je vais demander à Madame Diop, qui représente notre ami et collègue, le professeur Hamadi Bokoum, de nous confirmer qu'on est bienvenu au Musée des Civilisations, même si on est chez nous. N'est-ce pas, Madame Diop? Bien sûr, vous êtes chez vous, Monsieur Diallo. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, chers publics. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir aujourd'hui dans ce temple du savoir, de la culture et de la recherche qu'est le Musée des Civilisations Noires. Cette cérémonie de présentation d'ouvrages entre en parfaite symbiose avec la volonté du MCN de soutenir la recherche et d'accompagner la publication d'ouvrages et de textes scientifiques. Surtout si ces derniers abordent des thèmes aussi actuels et engagés que celui qui nous rassemble ici aujourd'hui. Pour vous dire tout l'enthousiasme qu'a le MCN de vous accueillir, Madame Tall, vous et votre ouvrage. Donc, la femme avec un grand F, la noble et brillante femme noire, mère et héroïne de l'humanité. Pour clore mon propos, je voudrais, au nom du DG du Musée des Civilisations Noires, le professeur Hamadi Bokoum, empêché aujourd'hui, vous souhaiter la bienvenue. Bismillah. Merci. Merci, Madame Diop. Vous ferez aussi notre porte-parole auprès de notre collègue Hamadi pour lui dire merci de nous avoir ouvert cet espace pour nous permettre de présenter le livre de Awali Tall. La cérémonie va ainsi se dérouler. Tout à l'heure, je donnerai la parole au professeur Oumar Djoum qui va nous faire l'économie de ce qu'il a retenu suite à la lecture de l'ouvrage. La parole sera donnée à l'auteur, Madame Awali Tall, qui nous dira pourquoi un tel livre. Personnellement, je reprendrai la parole, ou soit avant que Awa ne prenne la parole, je dirai juste quelques mots sur ce livre, qui est paru il y a quelque temps quand même, et avec qui on a eu une très belle aventure. Et la parole sera donnée après à Madame Tamaro Touré, que je ne vais pas oser présenter à ceux qui sont dans cette salle. Juste dire qu'elle est la présidente de l'Université des sciences et technologies qui porte son nom. Voilà, elle nous fera une présentation de ce qu'elle a retenu de ce livre en sachant qu'elle est une des héroïnes qui ont été étudiées dans cet ouvrage intitulé, je vais rappeler le titre, de la reine de Saba à Michelle Obama, africaine, héroïne d'hier et d'aujourd'hui, à la lumière de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Omar Djoum, qui est chercheur, historien, connu pour ses prises de position, pour ses écrits, pour sa pensée, mais connu aussi pour quelqu'un qui épouse la pensée de Cheikh Anta Diop. Bonsoir. Je me réjouis de la sortie de ce livre, d'autant plus que le docteur Aboubakar Ly Tall est une sœur et une camarade, à la fois dans le combat pour les idées de Cheikh Anta Diop et à la fois pour des raisons, je dirais donc familiales. Le combat pour les idées de Cheikh Anta Diop l'a
période la plus importante où nous l'avons menée ensemble, c'est au Canada, quand nous avons été les premiers à faire connaître à tous les Noirs de toutes les origines ce qu'ils avaient en commun à travers le mois de l'histoire des Noirs en 1996, quand ensemble nous avons été les trouver lors du Black History Month du mois de l'histoire des Noirs. C'est là que nous avons réconcilié Jamaïcains, Haïtiens, Africains et Noirs de tous les horizons. En leur parlant de Cheikh Anta Diop, ils étaient étonnés, ils ne le connaissaient pas. Et nous avons réussi, avec le professeur Aziz Fall, à faire venir Théophile Obenga, donc de Temple University, avec donc l'appui de notre camarade, le professeur Kalambay, qui enseigne à l'Institut islamique à Kinshasa. Et à travers donc la pensée de Cheikh Anta Diop, nous avons eu à travers donc le travail de Dr Aboubakar Ly un combat pour la promotion et pour l'apport de la femme africaine et afro-descendante, africaine du Nord et du Sud. Et pour ma part, personnellement, je vais pour la première fois la remercier ici publiquement de m'avoir fait connaître la reine Anjinga, la reine Anjinga a été le premier homme d'État ou la première femme d'État à avoir fait face à la traite négrière sur le continent africain. Par sa combativité et par son intelligence tactique et la stratégie qu'elle a utilisée en utilisant les contradictions entre les divers négriers portugais, hollandais et autres. Et j'ai eu la chance donc de connaître la reine Anjinga à travers elle et d'approfondir ma connaissance de la reine Anjinga. Ce qui m'a valu, lorsque j'ai été invité à Luanda en 2004 par la fondation Eduardo dos Santos, d'être accueilli vraiment de manière fraternelle en étant soutenu par donc l'impact de la vision de la Renaissance africaine de Cheikh Anta Diop. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance d'aller dans le quartier de Kinashishi, à Luanda, où se trouve donc la statue de la reine Anjinga. Merci Awa, ma sœur. C'est grâce à toi. Merci. Et je dirais que, pour revenir à Cheikh Anta Diop, dans les fondements économiques et culturels d'un futur État fédéral d'Afrique noire en 1960, que tout le monde doit relire et qui contient pratiquement toutes les solutions, pour ne pas dire beaucoup de solutions de nos problèmes d'aujourd'hui, avait, bien avant la parité, écrit noir sur blanc qu'il fallait qu'on instaure un bicaméralisme, une chambre exclusivement composée d'hommes et une chambre exclusivement composée de femmes, pour donc mener à bien les problèmes qui se posent pour la gestion de nos pays. Et Awa a repris ce combat-là en faisant connaître les femmes qui, à travers notre histoire, en remontant aussi loin que la reine de Saba, dont j'ai eu la chance en Éthiopie en 2005 d'apprendre aux ingénieurs éthiopiens de Ethiopia Telecommunications Company que le logo de leur compagnie était en fait un tam-tam. La signification de ce logo, le tam-tam avec une onde sonore, que en fait c'était une invention de Ménélique II. Mais j'ai appris dans ce livre-là que Ménélique I n'était personne d'autre que le fils de Salomon et de la reine de Saba. Ménélique II qui a inventé donc
la transmission télégraphique sans fil. Et ça, je l'ai trouvé dans le livre d'un Russe qui s'appelle Yakov Perelman. Yakov Perelman est né en 1882 et mort en 1942. C'est sur la base de ce principe que fonctionnent les réseaux de transmission sans fil sonore qui existent aujourd'hui. Donc, quand j'ai vu que, en fait, le fils de la reine de Saba et de Salomon, c'était en fait Ménélik I, je n'ai fait que me réjouir davantage de tout ce que j'ai appris dans ce livre-là. Il est difficile, tellement le livre est dense, tellement il est éducatif, de vous faire l'économie de tout ce que j'ai appris. Surtout que pour des raisons de convalescence, je ne suis plus aussi performant, n'est-ce pas, en lecture. Mais je pense que pour l'Afrique du Nord, j'ai beaucoup appris aussi. Pour toutes nos héroïnes, donc, de toutes les régions du monde et des États-Unis, où je me suis rappelé Harriet Tubman, qu'on appelait la Moïse noire, qui a fait échapper, n'est-ce pas, tant d'esclaves qui les a sortis de l'enfer du sud des États-Unis. Donc, je vais remercier encore une fois le docteur Aboubakar Ly de me donner cette occasion de m'exprimer, n'est-ce pas, devant cette auguste assemblée. Je vous remercie. Merci, professeur Omar Dioum. J'étais tellement content. Vous avez effectivement pris 10 minutes très précisément pour partager avec nous les sentiments qui ont été les vôtres suite à la lecture de cet ouvrage. Merci encore et surtout prompt rétablissement. Je vais profiter quand même de cette occasion pour vous dire que nous ne sommes pas avec le professeur Abdoulaye Bathily, qui au dernier moment a eu un voyage, raison pour laquelle il n'est pas avec nous. Et M. Amadou Tidiano également vient d'avoir un décès et là il est actuellement à la levée du corps. Si tout se passe bien, il n'est pas exclu qu'il se joigne à nous d'ici la fin de la cérémonie. Avant de continuer, je voudrais quand même saluer quelques personnalités qui ont bien voulu répondre à cette invitation. À tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par mon maître, hein, Madame Fatou Diagne. Le professeur Fatou Diagne est une dame qu'on ne présente plus, mais c'est ma tante quand elle était étudiante à Paris. Elle a veillé sur moi, comme on dit, à Paris 7. Et en cela, quand même, je voudrais saluer. Et puis voilà, la remercier d'être simplement une grande dame, Tante Fatou. Je t'aime beaucoup. Voilà. Et mes salutations et mes respects à Tonton Pathé. Saluer Tante Madeleine Senghor, qui est avec nous dans toutes les aventures que nous faisons. Saluer Madame la représentante de la chancellerie algérienne. L'Algérie qui est un des pays où le livre de Awa a eu beaucoup de succès. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès en Algérie. On a fait le déplacement tout à l'heure quand je présenterai un peu l'itinéraire du livre. On y reviendra là-dessus. On a presque rencontré toutes les autorités algériennes suite à cet ouvrage. Ils nous ont invités pour présenter le livre lors du SILA 2018. Et ça a été un très grand succès. Transmettez nos salutations et nos amitiés à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Voilà, je vais demander quand même un peu à la technique s'ils peuvent nous faire circuler les images que Awa vous a transmises tout à l'heure, pour essayer un peu de revenir avec vous sur le bref itinéraire qui a été celui de cet ouvrage depuis sa parution. Je parlais de l'Algérie tout à l'heure. C'est d'ailleurs à Alger que Awa a eu le livre pour la première fois. Je le lui ai présenté sur le hall de l'hôtel où nous étions logés
par le gouvernement algérien. À Alger, c'est là où le livre a circulé. La première fois qu'Awa a vu le livre, c'était en Algérie. Moi, j'ai été invité par le ministre de la Culture algérienne. Elle était invitée de Monsieur le Premier ministre de la République d'Algérie. Le SILA a été l'occasion du lancement de cet ouvrage. Nous avons été reçus par toutes les autorités. Nous avons rencontré le ministre de la Culture, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Éducation, la ministre des Affaires religieuses, le ministre de la Culture, qui est un des anciens candidats à la présidentielle de la République, le Premier ministre algérien à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, et le Salon du Livre d'Alger a été l'occasion, en fait, pour Awa de s'exposer au monde entier à travers cet ouvrage. Après le Salon du Livre d'Alger, le livre a pris part au Salon du Livre de Paris. Il a été au Salon du Livre de Montréal, je crois. Voilà, il a été présenté également à... Voilà, là c'est avec le ministre de la Culture dans son bureau algérien. Ministre de la Culture. Voilà, par contre, ça va être très compliqué de le dire. Mais en tout cas, toutes les photos que vous voyez, c'est les grandes sommités de ce monde. Au Canada, le président du SELA, ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Là, le président du Sénégal, à qui j'ai offert l'ouvrage. Vous voyez ici le ministre de la Culture et mon éditeur. Et je lui présentais, voilà, ça c'est les différentes dédicaces, comme a l'habitude de dire Ablaye. C'est un salon où on voit presque 1 million de personnes arriver, et puis les gens venaient avec des familles. Là, c'est toutes des dédicaces. Là, continue. Voilà. Là, on est avec le directeur au bureau, dans le bureau du ministre de la Culture, avec son directeur de cabinet. Là, c'est avec la télévision algérienne, la télévision nationale. Une télévision nationale, une autre télévision, là, avec la famille omarienne, le calife de la famille omarienne, Thierno Madane Tall. On la dédicace, le lancement. Toujours avec Dr Fat Sow, la représentante de l'Algérie, de l'ambassadeur de l'Algérie au Sénégal, qui est avec nous aujourd'hui également. Voilà, avec les médias. Et il y a eu beaucoup d'articles que les médias ont fait aussi. Là, avec une des journalistes de Ward à Dakar. Bon, c'est aussi là, au Salon du Livre, le Salon international du Livre d'Alger. Toujours. Voilà, là c'est une deuxième présentation par une grande institution de promotion des livres. Vous voyez la responsable m'accueillir avec des fleurs et puis une présentation, c'était le 5 avril 2018. Là c'est à Montréal, au Festival du cinéma africain et créole, à l'espace littéraire. Donc là je suis avec ma fille, Oumou Salam. Là c'est à Paris, à l'Harmattan Paris. Là c'est à Montréal, à la librairie Oliveri de Montréal. Une séance de dédicaces. Là c'est au Salon du Livre de Montréal, qui est un des plus grands salons aussi, les plus réputés parmi les salons au monde. Bon, et voilà. Là c'est l'Harmattan qui présente l'auteur et les livres. Voilà, là c'est avec une de nos députées, enfin la députée de mon comté. Ablaye va dire encore que je parle québécois. De là c'est l'auteur de la préface du livre, Serge Bouchard. Là c'est le grand DG de l'Harmattan, de la maison mère de l'Harmattan. Là c'est le président du regroupement général des Sénégalais que j'ai cofondé à Montréal pour réunir les Sénégalais. C'est justement du fait de
en fait, de l'engagement. J'ai reçu le prix d'excellence afro-antillaise dans la catégorie leadership. Une des photos, donc le prix qu'on me remettait et le certificat, voilà. Ouvrage quand même que nous avons pris beaucoup de plaisir à éditer, un ouvrage fourmillant d'informations. Et je voudrais quand même tout de suite redonner la parole à Awa pour qu'elle nous fasse un peu l'économie de ce qu'elle veut partager avec nous. Pas tout le livre, bien évidemment, mais ce qui ne peut pas ne pas l'être. Bonjour. Merci à tout le monde. Je crois que vous... Rasulu sallallahu alaihi wasallam en jetti nen e baba jam hiire ma pullo debbo jam hiire ma tororo samma ngari jama e juma jam hiire ma debbo tororo borniro wuttindimango fini kala gandal e pinal debbo jambar ansu fina muso ansu e hawa bogara ansu debbo darire Jarama. Donc là, il y a une petite complicité là, Moïse. C'était pas au programme ça. Merci à Jarama. Jarama ne fait oui. Jarama. Bon. Est-ce qu'il y a possibilité de parler avec une telle émotion? En tout cas, mon éditeur a remercié, salué ceux et celles qui sont là avec une note particulière, dit-il, de sa mère, ma grande sœur aussi, et ma formatrice, Fatou Sow, qui fut la première sociologue. Moi, je voulais devenir psychologue. C'est quand elle m'a recrutée comme enquêtrice au Fouta que j'ai mordu à la sociologie et j'ai viré pour aller devenir sociologue. Une personne qui m'a beaucoup aidée dans ma formation, mais dans ma vie personnelle également. Merci Fatou. Merci, merci de nous avoir guidés, de nous avoir pris sur ton dos. Merci Fatou Sardiagne. Je ne saurais pas citer nom par nom parce que ça prendrait tout le temps et le responsable va me rappeler à l'ordre, je sais. Mais je saluerai les gens de chez moi, c'est-à-dire de Saldé Tébégout, qui sont là représenter tout le village de Saldé pour venir honorer, qui ont honoré de leur présence de la présentation de ce livre. Je salue Madame Senghor. Je salue ma famille qui est là, représentée par Oumou Diallo et par Kadjata Yann. Excusez-moi de ne pas citer tout le monde, mais je salue la présence des jeunes. Qui sont ces jeunes-là? Les jeunes de l'université Cheikh Anta Diop, qui ont créé une organisation qui s'appelle Carbone 14 pour perpétuer l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Je vous salue et c'est en particulier à vous, la jeunesse, que je m'adresse. Parce que parmi le legs multidimensionnel du grand savant panafricain Cheikh Anta Diop figure un champ riche et peu connu et peu exploré, pourtant capital, à savoir son apport aux études féminines, voire féministes. On sait que durant 40 ans, sinon plus, pour ne pas dire toute sa vie, Cheikh Anta Diop s'est battu contre la falsification de l'histoire africaine pour corriger les connaissances académiques et restituer au peuple noir son riche patrimoine civilisationnel. Ainsi, comme le dit le portail de l'espoir, je cite,
En effet, l'écriture diobienne est celle de la conscience historique africaine et de sa restauration. Fin de citation. À l'instar donc de Cheikh Anta Diop, nous nous inscrivons dans la perspective du rétablissement des pages de l'histoire africaine écrites par les femmes. Il s'agit, par devoir de mémoire, de participer à une meilleure connaissance de leur contribution à la civilisation universelle. C'est dire que c'est sous l'éclairage de l'œuvre de Cheikh Anta Diop que nous expliciterons le genre en Afrique, antérieurement à toute intervention étrangère, comme il avait l'habitude de le dire. L'histoire des femmes africaines est intimement liée à celle de leur continent actuel ou d'origine. Pour la saisir, force est de remonter à la chaîne de cette origine. Or, la culture africaine actuelle plonge ses racines dans les limons de la vallée du Nil. Il est admis aujourd'hui, comme disait Cheikh Anta Diop, que la culture pharaonique est africaine. Fin de citation. Et, dit toujours Cheikh, le matriarcat est à la base de l'organisation sociale en Égypte, comme le reste de l'Afrique noire, en Afrique du Nord et surtout chez les Kabyles, n'est-ce pas? À l'image de l'Égypte pharaonique, les plus anciennes sociétés sédentarisées en Afrique noire étaient organisées selon un régime matriarcal. Et je parle sous le contrôle de la sociologue, de la grande sociologue Fatou Sow. Je n'ai pas droit à l'erreur. Que l'homme, dit Cheikh Anta Diop, a conçu en accord avec la femme pour la plus grande puissance du clan. Dans l'organisation sociale noire africaine, le régime matriarcal aidant, nos ancêtres, antérieurement à toute influence étrangère, avaient fait à la femme une place de choix. Non pas la courtisane, mais la mère de famille. Ceci est vrai depuis l'Égypte pharaonique jusqu'à nos jours, dit Cheikh Anta Diop. À propos du pouvoir politique des femmes, se référant à Peltry, qui a tenté de reconstituer la structure prédynastique égyptienne, Cheikh Anta nous présente la lignée des Chepsou en ces termes. Je cite. Au-dessous de ces chefs territoriaux, il y avait la classe des nobles, les Chepsou, qui étaient de riches propriétaires, plus souvent des femmes que des hommes, vu que les femmes étaient toujours les tenancières de la propriété sédentaire. La charge directoriale de Chepsou était une fonction élective, annuelle, et la situation la plus élevée pour une femme était celle de la princesse Chepsou, bien connue dans le cas de la reine Hatshepsut de la 15e dynastie. Rapportant les témoignages de Moré, qui a écrit en 1926 au sujet de la reine déesse Dariara Gaët nous dit Hatshepsut faisait les affaires des deux terres d'après ses propres plans. L'Égypte travaillait en courbant la tête pour elle, l'excellente graine sortie de Dieu. Elle était le câble qui sert à aller à la Basse-Égypte, le poteau qui amarre la Haute-Égypte. Elle était la dose parfaite du gouvernail du Delta, la maîtresse qui donne des ordres dont les plans excellents pacifient les deux terres quand elle parle. Fin de citation. Signalons que cette déesse fut choisie par son père comme son successeur au trône alors qu'elle avait deux frères, Toutmès II et Toutmès III, mais dont les mères n'étaient pas de sang royal. C'est dire que l'individu acquérait la noblesse par sa mère, en d'autres termes, que la succession au pouvoir se faisait par voie utérine, donc par la lignée des femmes. C'est pourquoi, bien plus tard encore, les fondateurs de nouvelles dynasties, pour accéder au trône, épouser ces princesses de sang royal, ces grands prêtres d'Amon et les princes séites ne furent rois qu'au nom de leur femme ou de leur mère. Fin de citation. Et contrairement à ce qu'on a vu en Europe, le pouvoir de ces reines égyptiennes n'était pas de façade. Elles l'exerçaient effectivement avec la plus grande autonomie, même quand leur époux avait un rang royal, comme la reine Hatshepsut, dont le mari fut vécu dans l'ombre. De même, en Afrique antécoloniale, l'héritage des biens et du pouvoir se faisait par la mère. Cheikh Anta Diop nous dit, le fait que ce soit les femmes qui gouvernent est resté ancré dans la conscience collective égypto-africaine, au point encore aujourd'hui,
chez certaines ethnies en Afrique, celle qui assure cette fonction porte le titre de mère de la patrie. En effet, au Sénégal, un homme qui gouverne selon la coutume est appelé dans certains cas Ndeye Ji Réew, la mère de la patrie. On ne parle pas de père de la patrie, ce qui nous est venu de l'Occident. Et cela ne choque personne, dit Cheikh Anta Diop. Cette fonction coutumière existe encore chez les Lébou, n'est-ce pas? C'est dire que les femmes participaient, dit Cheikh Anta Diop, à la direction des affaires publiques dans le cadre d'une assemblée féminine siégeant à part et jouissant des prérogatives analogues à celles de l'Assemblée des hommes. Ces faits sont demeurés sans changement jusqu'à la conquête coloniale. C'est de cela que le Dr Dioum parlait tout à l'heure, c'est cela que préconisait Cheikh Anta Diop. C'est d'ailleurs selon ce pouvoir que l'Assemblée des femmes du royaume de Béhangin, réunie la nuit, renversant la décision de celle des hommes, réunie le jour et choisit l'ordre de la mobilisation et de la guerre pour résister à l'armée française commandée par le colonel Dodds. Cette décision fut ratifiée par les hommes. Ce fut aussi grâce à ce pouvoir décisionnel que les femmes casamançaises, contrairement à l'avis des hommes, décidèrent de ne pas livrer les récoltes aux colonisateurs et engagèrent la bataille contre la domination et l'exploitation économique. C'est le cas de figure de résistance féminine africaine immortalisée par le film Emitaï de notre regretté Sembène Ousmane, l'un des plus illustres cinéastes africains. Une autre source nous corrobore le fait que les Africaines avaient accès au pouvoir politique. C'est celle de l'anthropologue sénégalaise, le Dr Fatou Sarr, qui évoque le système politique du Wallo dans lequel les femmes portaient la fonction importante d'électrice du roi à titre de linguère. Ce partage des fonctions permettait le respect de l'équilibre des lignées maternelles et paternelles de la royauté, nous dit-elle. Mais les femmes utiliseront cette position stratégique d'influence pour arriver à un contrôle absolu du pouvoir au royaume du Wallo, fait anticiper par l'historienne Catherine Kokorevidrovich, qui fut une de vos professeurs, je crois, Diallo. La transmission, elle nous dit, la transmission des fonctions et des biens passés par les femmes. Le pouvoir des hommes s'en trouvait plus dispersé, car la vie était organisée autour de la mère. La lignée maternelle avait une telle importance que le pouvoir effectif put même tomber entre les mains des femmes. Fin de citation. C'est ainsi qu'en 1795, on note un tournant décisif dans la stratégie du contrôle du pouvoir par les femmes, nous dit Fatou Sarr, au Wallo. Ce bicaméralisme spécifique en Afrique noire, notamment le partage des pouvoirs entre les hommes et les femmes, reposant sur la dualité des sexes, loin d'entraver, nous dit Cheikh Anta, loin d'entraver la vie nationale et d'opposer les hommes et les femmes, garantissait l'épanouissement de tous. C'est à l'honneur de nos ancêtres, dit Cheikh Anta Diop, d'avoir su créer un tel type de démocratie. C'est là, pourrait-on affirmer, le genre avant la lettre. C'est dire que de l'Égypte pharaonique à l'Afrique noire précoloniale, la femme a joui d'un statut privilégié et joué un rôle primordial dans sa société. C'est au titre de reine, de leader et d'âme douée de force morale et spirituelle que beaucoup d'Africaines ont effectivement exercé le pouvoir. De Makeda, dont Barek Alter nous dit, elle était noire, elle était belle. Elle subjuguait par son esprit guerrier, elle imposa la paix 9 siècles avant notre ère sur ce fabuleux royaume de Saba, pays d'or et d'encens. De Makeda donc dis-je à Michelle Obama, l'Africaine d'ascendance, première dame aux États-Unis d'Amérique, donc first lady du monde, nous évoquerons la mémoire des déesses égyptiennes, des reines africaines, des femmes leaders afro-carabéennes, des femmes qui ont pris le pouvoir d'influence, etc. Pour qu'on ne nous soupçonne pas de créer une histoire glorieuse, comme avait coutume de dire Cheikh Anta, nous présentons quelques figures de ces femmes-là. On peut avoir les images rapidement. Je vais vous donner la conclusion en attendant les images, juste les images qu'on a montrées. Et je vais m'arrêter pour quand même dire quelques mots tantôt à propos d'une des héroïnes que nous avons la chance, d'une des héroïnes qui est dans le livre que nous avons la chance d'avoir ici parmi nous. Il s'agit de Mme Tamaro Touré,
que j'appelle une Ouest-Africaine engagée dans sang et une cause, une protectrice de l'enfance déshéritée. Femme de cœur, Tamaro Touré est une dame au cœur de l'implantation des villages d'enfants SOS au Sénégal. Leurs noms sont tellement entremêlés que si Tamaro était son prénom, village d'enfants SOS au Sénégal serait son nom de famille. Bismillah Seydi Tall. Avec la même opiniâtreté que Hermann Gemer, fondateur de ce concept dans l'Europe de l'après-guerre mondiale, qui fit près de 60 millions de morts et laissa des milliers d'orphelins sans protection, Tamaro Touré put contourner diverses stratégies, divers obstacles du moins à travers diverses dispositions stratégiques pour fonder un premier village SOS d'enfants au Sénégal, à Dakar d'abord en 1979, puis à d'autres à Kaolack en 1984, à Louga en 1990, à Ziguinchor et en 1990. Mon éditeur a coutume, elle a reçu beaucoup de reconnaissance. Mon éditeur a coutume de me dire de ne pas tout dire afin que les gens puissent lire. Il me fait toujours. Voilà. Mais je dirais simplement à propos de cette grande dame, au grand cœur, que Tamaro Touré fait partie de ces êtres qui, comme Nelson Mandela, continueront d'agir jusqu'à leur dernier souffle pour le mieux-être de l'humanité et en particulier pour la frange la plus vulnérable de la société, à savoir les enfants déshérités. Merci. C'est pas trop, c'est juste la vérité. Alors je crois que je me verrai dans l'obligation de conclure. Ah, voilà. Cependant, ce rappel historique rend aux Africains et aux Africaines la fierté de l'histoire retrouvée ne doit point être une source d'orgueil, mais plutôt l'arme d'une conscience historique. Les Africains d'aujourd'hui doivent tendre la main aux femmes des autres nations du monde. Comme le disait Cheikh Anta Diop, je cite, pour bâtir la civilisation planétaire au lieu de sombrer dans la barbarie. Fin de citation. Et donc de contribuer à la réconciliation de l'humanité et léguer aux générations présentes et futures un monde de sécurité et de paix. En outre, je m'adresse aux jeunes. Eu égard aux spécificités culturelles historiques africaines, dont j'ai rappelé ici quelques faits partant de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, la jeunesse africaine pourra baliser les perspectives du genre dans une Afrique moderne au XXIe siècle et au futur. Je vous remercie. Merci Awa pour ces mots. Puis surtout, merci d'avoir extirpé de cette présentation notre Tamaro Touré national, qui, comme j'ai l'habitude de le dire, fait partie maintenant du patrimoine historique de ce pays. N'est-ce pas? Non, je n'exagère pas. C'est-à-dire, on a la chance dans ce pays d'avoir de grandes dames. Oui. C'est-à-dire sur qui reposent les piliers de notre nation. Voilà, c'est vraiment une chance que nous avons dans ce pays. Merci d'être ce que vous êtes, Tante Tamaro. Sur ce, je vous donne juste la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais, avec beaucoup d'émotion, après tout ça, dire combien je suis honorée d'être ici et aussi combien je me sens honorée de figurer dans ce bel ouvrage qui dresse un panorama des héroïnes africaines dans le temps et aussi dans l'espace, notamment de l'Égypte antique à la Maison Blanche en 2008, je dirais, c'est pas en 2020. Non, 2008, avec l'arrivée de Michelle Obama, première femme noire maîtresse de la Maison Blanche. Aux Antilles, en passant par l'Amérique et même par le Pacifique, où ma jeune sœur Awa Boka Tall a déterré une femme de la royauté Bachili dans le Tiabou Birou
une zone à cheval entre le Sénégal et le Mali. Et cette dame est l'arrière-grand-mère du professeur Abdoulaye Bathily. Ai-je mérité d'être dans cet ouvrage? Je ne le pense pas. Mais je vais simplement dire que je suis née au Mali, de parents venus du Fouta, avec El Hadj Omar Tall. J'ai très tôt milité dans les associations engagées dans la lutte contre le colonialisme. Inspectrice du travail et de la sécurité sociale, j'ai eu à prendre en charge plusieurs dossiers concernant les femmes, les enfants, les travailleurs, les syndicats. Ceci au ministère du Travail, au ministère chargé du Travail, à la primature et à la présidence de la République. Redonner à la femme sa dignité et la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre, c'était notre credo. Et c'est dans ce contexte que nous avons, Madame Devèze Senghor, qui est ici présente, nous avons créé avec Feu Maïmouna Kane l'association des femmes juristes, une association qui aujourd'hui reste une référence dans le paysage politique sénégalais. Parallèlement au sort des femmes, je me suis intéressée à celui des enfants, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, des enfants en difficulté sociale. C'est ainsi qu'avec d'autres volontaires, j'ai embrassé ce mouvement de village d'enfants SOS qui tente de donner aux enfants en difficulté sociale un amour, un toit et de la chaleur. Mais s'il faut revenir au livre de Madame, ma sœur, ce que j'apprécie plus encore dans cet ouvrage, c'est le travail de devoir de mémoire. Mémoire du patrimoine humain féminin de l'Afrique, effectué scientifiquement par le docteur Lee. Elle nous restitue ainsi notre identité africaine, longtemps falsifiée, et à nous, identité de femmes noires, elle nous donne la fierté et le renforcement du sentiment d'être africaine. C'est là un véritable combat intellectuel qui requiert courage, détermination et persévérance. Mais pouvait-il en être autrement de cette fille pétrie des valeurs foutankaises? Valeurs foutankaises de dignité et d'honneur par ses anciens, surtout ses ancêtres fondateurs des villages de Saldé, Tébégout, dans l'île à Morphil que nous connaissons tous, et par sa descendante directe de Cheikh Omar El Fatiyou Tall, dont sa mère, ses tantes et ses oncles. Quand cette éducation familiale est doublée par l'éducation politique et intellectuelle par un éminent savant panafricaniste, Cheikh Anta Diop, l'être qui en bénéficie, à savoir ma sœur à côté, en devient admirable et admiré. J'ai eu le privilège moi-même de connaître Cheikh, ce grand monsieur à la lumière de l'œuvre de qui Awa a élaboré son ouvrage. Il était un ami de mon mari et un camarade de parti de celui-ci. De là, il est devenu un proche à moi. Certes, admire-t-on à juste titre l'homme de science et de savoir, mais le côté humain de Cheikh Anta Diop est encore plus admirable. Humble, toujours attentif à l'autre, sensible à l'injustice et toujours prêt à monter aux barricades pour combattre l'injustice et ses conséquences. Cet éminent savant était surtout un être profondément humain et humaniste
d'une valeur incommensurable. Je crois que j'en dis peut-être un peu trop, mais qu'est-ce que je peux dire de cet éditeur qui est à côté de moi? Le docteur Ablaye Diallo, mon neveu est éditeur personnel également. Jeune homme d'une grande politesse. Absolument. Ablaye est courtois, patient vis-à-vis de nous. Auteur, nous sommes souvent très impatientes. Ah oui, souvent en colère. Merci Ablaye, à toi et à ton équipe de transformer nos manuscrits en bijoux de livres. En ours, c'est un quasi-don divin que d'avoir Cheikh Anta Diop comme maître de pensée. Et comme le programme constamment ma sœur, Awa, l'histoire retiendra, chère Awa, que vous lui êtes resté fidèle et que vous avez porté haut et loin ses thèses et son œuvre. C'est l'auteur de la préface de votre ouvrage, l'anthropologue québécois Serge Bouchard, qui en témoigne avec éloquence, et je cite: dans l'esprit des travaux et enseignements du professeur sénégalais Cheikh Anta Diop, qui a extirpé l'histoire et la culture africaine des profondeurs obscures dans laquelle l'idéologie esclavagiste les avait enfuis. Fin de citation. Awa Bokarli nous sensibilise à cette place importante contenue ces héroïnes tout au long des époques. Pendant 40 ans et jusqu'à sa mort, Cheikh Anta Diop s'est évertué à redonner leurs lettres de noblesse aux cultures et civilisations africaines, retraçant le legs de l'Afrique à la civilisation universelle. Il l'a fait dans l'adversité, dans l'incrédulité, affrontant les vieux schémas de la pensée européenne centriste. Or, Awa pousse encore plus loin. À la lecture de son ouvrage, on se plaît à penser qu'au moment où la Grèce antique était si dure envers les femmes, au point de les effacer de la philosophie et même de la cité, l'Afrique précoloniale leur faisait une bien meilleure place. Fin de citation, toujours le professeur Bouchard poursuit son analyse de l'ouvrage d'Awa et ajoute, je cite: son inventaire, c'est-à-dire celle d'Awa, commence à l'époque des pharaons. La culture pharaonique aurait non seulement, moi je dirais, la culture pharaonique a non seulement été d'origine africaine, mais les premiers pharaons sont des femmes noires, comme le témoigne d'ailleurs la vie de la reine déesse Hatshepsut, 1500 ans avant Jésus-Christ. À la même époque, la légendaire reine de Saba, cette guerrière et grande femme politique, régnait à cette époque sur l'Éthiopie et sur une grande partie de l'Arabie. Sa vie est une illustration magistrale du pouvoir féminin en Afrique ancienne. Et ainsi défilent les grandes figures plus flamboyantes les unes que les autres, depuis l'empire de Nubie jusqu'à l'actuel Washington, jusqu'à franchir le seuil de la célèbre Maison Blanche. Immense chantier ouvert par Awa. Coup de sémence contre l'amnésie. Voici un livre
qui change totalement notre vision de l'histoire. Il s'agit quand même d'un redressement profond que la femme noire, la déesse mère, mais aussi les grandes personnalités des temps modernes reprennent leur place première dans nos savoirs et dans nos cœurs. Que l'Africaine et que l'Afrique, la femme et tout un continent ne soient plus jamais l'objet d'un si remarquable oubli. Fin de citation. D'où maintenant tout ce que nous avons déjà parcouru avec notre sœur. Merci beaucoup de ce travail scientifique. Merci. Je vous remercie. Merci, Tante Amaro. Ceci explique cela, serais-je tenté de dire. Le fait que vous vous trouviez dans cet ouvrage n'est absolument pas du tout volé. Et je pense que les propos que vous venez de tenir en témoignent éloquemment. À la table, nous avons fini de vous dire ce que nous avions prévu. Maintenant, j'ouvre le micro à ceux, c'est-à-dire pour ceux d'entre vous qui voudraient bien l'apprendre. Merci. Assalamu alaikum. On calminama on juurama goto fof inde mum e yettode mum. Donc comme nuyu naa ñëpp siyaar naa ñëpp di jox cër ak wàccuwaay suñu sëriñ ak suñu ñi fi teew mooy famille Tall famille oumarienne juuraam foofu la ñuy njëkkee et dire bonjour à tout le monde, saluer vraiment la présence de nos comme disait tout à l'heure Dr Hawa, nos doyennes, nos grandes doyennes, références qui sont nos modèles, nos références dans nos parcours professionnels et personnels, à savoir, je commencerai par la doyenne, comme vous dites, Fatou Sow Diagne qui est là, ma professeure qui ne me reconnaît pas, mais moi oui, Madame Senghor, et la doyenne Taboro Touré, avec qui nous avons cheminé dans notre parcours de travailleur social. Je reconnais aussi de l'UNICEF. C'est bien mal. Minouche Alavo, Madame Alavo, donc vous voyez que je ne me suis pas trompée, ça fait très longtemps. Donc, non, je pense qu'elle sait, on a tellement fait des entrées et des sorties, tout ça pour la cause de l'enfance déshéritée, pour la cause des femmes. Et je pense que vraiment je pourrais en témoigner pour avoir cheminé autour donc, de ces grandes actrices, militantes, chercheurs, professeurs. Nos premiers pas sur le terrain du social, c'est vraiment en fréquentant et en s'entourant de leur vision, de leurs conseils. Et je remercie et je salue le docteur Awali Bokar qui, donc, à travers son ouvrage, nous donne cette opportunité aujourd'hui de nous rencontrer ici, mais surtout aussi la féliciter pour son courage, son engagement, son esprit militant, de là où toujours elle est, à l'extérieur. Nous voyons ce qu'elle fait dans ses activités de chercheur, mais dans ses activités aussi sur le terrain. C'est une femme, je pense, qui n'a jamais été déconnectée du terrain. À chaque fois qu'elle vient au Sénégal, moi je travaille dans les ONG aujourd'hui, je suis à l'USE, elle ne manque pas de faire un tour au centre Ahmed Malick Gaye de Bop, que je dirige avec toute l'équipe de Thierno Aliouba, pour rappeler encore tout son parcours, tout ce qu'elle a eu à faire dans le Fouta, même ailleurs au Sénégal. Donc je ne pouvais pas ne pas dire ce témoignage-là. Et bien entendu, par rapport à cet ouvrage aujourd'hui, ce livre qui est présenté, pour nous, à chaque fois que nous nous réunissons pour parler de la cause ou de la promotion de la femme, on a toujours l'habitude, M. Diallo, directeur de l'Harmattan, d'entendre toujours, vous pouvez en témoigner, qu'il faut changer de paradigme, que nous devons reconceptualiser, que nous devons penser par nous-mêmes, penser à partir de nos cultures. Moi, je pense que cet ouvrage-là constitue aujourd'hui une référence pour vraiment montrer à la face du monde que, en fait, tout ce qui se dit par rapport aujourd'hui, comme on dit au gender, que la cause de la femme ou la promotion de la femme, il y a bien entendu en Afrique des références, des études qui ont aujourd'hui été menées et qui confirment qu'en fait, nous avons une référence, nous avons vraiment une base scientifique, je pense, par où nous pouvons nous appuyer pour aller de l'avant. Je vous remercie. Et je dirais qu'en fait, Madame Dr Aoli, peut-être sera parmi nous, en tout cas, on aimerait bien, lundi le 24, avec la projection du film
sur les mamans de l'indépendance pour son témoignage. Je vous remercie. Merci. Merci, Madame Si. Je donne la parole à Monsieur Anne. Oui. Assalamu alaikum bandiraɓe. Mi salmini goto fof inde mum e yettode mum. Alors, je prends la parole ici en laissant aux intellectuels discuter du livre, de la profondeur des idées contenues dans ce livre. Moi, je parlerai de Hawa, parce que Hawa est de chez nous. Et si je prends la parole ici aujourd'hui, c'est au nom de tous les Saldais qui n'ont pas pu faire le déplacement, parce que c'est un jour ouvrable, et c'est le délai tout est très court. Les gens l'ont su lundi, aujourd'hui c'est jeudi, donc c'est pas facile de venir, et le musée est très enclavé par rapport à la population saldéenne qui vit à Dakar, qui vit en majorité dans la banlieue. Ils m'ont délégué avec mon jeune frère Abdraman Li, il y avait mon jeune frère Papa Ndiaye, qui est aujourd'hui le président de l'ADS, Association pour le développement de Saldé, qui était là, mais pour des contraintes de travail, il est reparti parce qu'il est venu lui à 14h pile, croyant que ça allait commencer à 14h. Si je prends la parole donc, c'est pour dire notre fierté de voir Hawa Boubacar présenter ce livre-là aujourd'hui devant cet auditoire. Ce qui veut dire que l'éducation de base qu'elle a reçue au niveau de son village de Saldé, au niveau de ses parents, n'a pas été vaine. Si elle a continué dans ses études jusqu'à devenir docteur, c'est par sa persévérance et par son job. Parce que Saldé est un village d'intellectuels. Beaucoup de femmes sont passées, mais elles ont arrêté très tôt les études. Nous avions de brillantes élèves, mais qui n'ont pas voulu continuer. Elle, avec l'aide de Dieu, elle a pu continuer, faire fi de tout, et arriver jusqu'à ce moment-là. Vraiment, nous sommes fiers de toi, Hawa. Et en plus de ce qu'elle fait intellectuellement, elle n'a jamais oublié ses origines. Ce qui est important. Quand on n'oublie pas ses origines, on ne fait pas de faute. Parce que la faute commise dans une famille par un individu se répercute sur toute la famille. Hawa est consciente de cela. Elle a toujours évité d'être en faute, en porte-à-faux avec sa société. Donc, nous sommes fiers d'elle et nous continuons à l'encourager à persévérer. Monsieur Diallo, pour 2 mots pour vous remercier. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on se voit. Il y a eu beaucoup de Saldéens dont vous avez été l'éditeur. Mon neveu Hamid Dia, avec le dernier fils de la Grande Royale, écrit sur le vieux Aboubakri Khan. Il y a mon oncle et ami et frère Haroun Rasouli, Haroun Amadouli, qui vous avez édité 2 livres, Saldé, Tébégout, métropole des pays de Dialoubé, et Maki, un dessin, c'est Haroun. Il y a eu la vie à longue jambe d'Ablaïl Mankan, tout cela, c'est Saldé. Donc ce qui veut dire que Saldé regorge beaucoup d'intellectuels et que vous les aidez à se faire voir. Nous vous en remercions. Merci. Donc je remercie tous les Saldés et tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Monsieur Anne. Moi, c'est avec joie que j'ai découvert une cousine et une tante peut-être. Voilà, je ne savais pas que dans la famille, il y avait une Amazone qui défendait les femmes. Donc c'est avec beaucoup de plaisir et avec une joie immense que j'ai rencontré Hawa. Voilà. Et je suis fière de voir qu'elle est une féministe jusqu'au bout des ongles. Parce que moi-même, c'était Madame Maïmouna Khan qui était mon héroïne.
Et donc, moi qui vous parle, j'ai travaillé au CRDI, au Centre de recherche pour le développement international. Donc, je suis une féministe et j'aime défendre les femmes parce que d'habitude, on les utilise et ensuite, on les met aux oubliettes. Voilà. Donc, je suis fière de voir qu'elle est là pour nous défendre. Voilà, merci pour tout. Merci, Madame Tal. Je salue l'assistance. Je me présente, je me nomme Pape Omar Tamba. Je suis le secrétaire général du mouvement Carbone 14. Je suis Cheikh Anta Diop de l'université. J'ai eu l'honneur de rencontrer Madame Tal à la 34e anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop, qui nous a fait l'honneur aujourd'hui, nous et notre mouvement, de nous avoir invités. Je ne saurais maintenant être long, mais en réalité, je vous remercie non seulement tout en vous encourageant d'être maintenant un repère, c'est-à-dire pour les filles, étant donné que la place qu'occupent les femmes au Sénégal, je ne dirais pas qu'elles sont délaissées, mais en réalité, elles sont reléguées au second plan. Maintenant, le fait de voir, par exemple, une femme qui représente maintenant la gente féminine en quelque sorte, ici et d'ailleurs, ça c'est un plaisir de le savoir. L'autre aspect, c'est que ça m'a fait plaisir de savoir que nous menons le même combat. C'est-à-dire que nous, notre mouvement évolue à l'université Cheikh Anta Diop. Et le mouvement est né dans un contexte où on a senti que notre parrain qui est Cheikh Anta est, là, bon, est plus ou moins méconnu. Méconnu, je dis bien, dans une université qui porte son nom. C'est dans ce contexte qu'on a créé le mouvement Carbone 14. Et c'est un honneur pour nous de savoir que nous menons les mêmes combats. Vous le faites ici et vous le faites à la diaspora. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Tamba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci, M. Diallo. Je soulève le micro, je voulais être en face de tout le monde. Vous avez cité tout à l'heure une héroïne à la table, Mme Tamarou Touré, que nous félicitons, pour qui nous prions, Dieu lui fasse une longue vie, parce que sa vie est déjà remplie, mais nous en voulons encore pour qu'elle continue de servir d'exemple et de modèle pour la société. Mais moi, j'ai vu deux héroïnes à la table. Il y a une héroïne citée, contée et narrée dans le livre, mais il y a une héroïne actrice, qui est Dr Awa Bokar Ly. Ça aurait été vraiment dommage qu'elle n'écrive pas ce livre-là. Parce que tout simplement, j'ai déjà vu quelque chose comme ça avec Lilian Thuram, mais ce n'est pas la même chose. Parce que ce livre est totalement ancré femme. Donc, actualité genre. Et la spécificité de ce bouquin, c'est que moi, je suis vraiment contre les quotas. J'ai constaté qu'au Sénégal, les femmes aiment bien qu'on leur donne des quotas. Quotas de ministres, quotas de députés, quotas de ceci, quotas de cela. Alors que non, j'ai constaté. Alors que pour moi, fondamentalement, la chose, elle s'acquiert. Comme les héroïnes qu'on a citées dans le livre, telles qu'elles ont mené leur combat et leur vie. Elles ont acquis cette indépendance, elles ont acquis cette science, elles ont acquis ce leadership. Et aujourd'hui, des héroïnes comme Mme Touré l'ont fait. Et c'est dans ce combat-là, moi, que j'invite toutes les femmes de ce pays-là, qui le font actuellement, mais qui doivent continuer davantage à le faire. Parce que nous sommes sûrs, en tout cas moi je suis sûr, que si nous confions ce pays-là aux dames, ce pays va décoller. Et j'en suis certain, pour avoir côtoyé beaucoup de femmes dans les combats que je mène au quotidien. En tout cas, c'est un plaisir que j'ai pas lu le livre, hein, je l'ai parcouru rapidement, mais c'est un plaisir de le partager. Et j'invite Dr Awa Bokar Ly à continuer sa recherche, parce qu'il y a plein de femmes aujourd'hui dans le continent qui sont contemporaines à nos sociétés et qui peuvent encore servir d'exemple à la jeunesse africaine. Et je suis sûr que si on continue ce travail-là, il y aura des bouleversements dans les années à venir. Et pourquoi pas aller jusqu'à créer une fondation genre qui militera dans ce sens-là. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites et surtout ce que vous faites aussi dans votre famille, dans la famille omarienne, parce qu'on vous voit à travers tous les combats, tout ce qui est scientifique en tout cas vous démange.
Donc nous vous encourageons à continuer dans ce sens-là, à côté de vos éditeurs et à côté de tous ceux qui vous ont chers. Merci et bravo pour tout. Merci Ahmadou. Salam alaikum, bonjour. Bandihab Serihilab. Anchalmina Monjouram. Donc je suis ravie d'être ici. Merci Dead Hawa, je t'appelle Dead Hawa, pour ce livre. Je crois qu'il est fondamental parce qu'il permet d'actualiser les connaissances de chacun sur beaucoup de choses, je pense, que beaucoup ignorent, non seulement les femmes africaines, les hommes africains et les hommes et les femmes du monde entier. Donc ces derniers jours, on a pu bénéficier d'un certain nombre d'événements. La semaine dernière, donc, ça a été évoqué, donc, le lancement d'un cycle de conférences sur Cheikh Anta Diop. Ça a été l'occasion donc pour plusieurs femmes de prendre la parole, effectivement, et de resituer en fait l'importance de la femme africaine dans notre longue histoire, également la place qu'elle a pu avoir depuis l'Antiquité en réalité. Donc grâce à ce livre, je pense que on aura donc un aperçu, un panorama donc de la place essentielle et centrale de la femme africaine dans l'histoire de l'Afrique et du monde entier. Et aujourd'hui, on le voit encore, donc on a heureusement des modèles féminins. Et ça, pour nous, les femmes, et pour les hommes également, je pense que c'est essentiel d'avoir des modèles. Hier, on a eu la chance ici, dans le cadre du symposium sur Samir Amin, d'avoir avec nous la grande Aminata Traoré, une grande source d'inspiration. Et heureusement, donc, il y a beaucoup de sources d'inspiration actuelles qui peuvent nous servir de modèle. Donc, on sait qu'aujourd'hui, la situation de la femme africaine, elle est critique, que ce soit en Afrique et partout dans le monde. Les violences, les inégalités, les injustices, je ne viens pas dans le détail de toutes ces exactions qui peuvent être commises à l'égard des femmes. Et je pense que le livre, il vient à point nommé parce que je me demande si la plus grande difficulté, c'est pas le fait que beaucoup, donc notamment les hommes africains, mais également des femmes africaines, dénient cette place centrale de la femme dans l'histoire de l'Afrique. Et ce livre, il vient à point nommé, je pense, parce qu'il permet, de manière scientifique, dans une démarche diopiste justement, de montrer que la femme africaine, elle a un rôle central dans la société africaine, et également dans le pouvoir politique africain. Donc moi, j'aimerais partager avec vous ma préoccupation d'aujourd'hui, donc à la lumière de cette histoire-là. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, outre le partage de connaissances qui passe notamment par l'édition de ces ouvrages et de toutes ces connaissances qui nous permettent de connaître donc la place centrale que la femme africaine a toujours eue dans l'histoire de l'Afrique, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour renouer avec ce fil historique et se débarrasser notamment de tous les résidus que nous ont laissés les colons et qui ont relégué la femme au second plan. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour restaurer la place centrale de la femme africaine en Afrique et lui redonner la place qu'elle mérite? Merci. Merci Madame Agne. À noter la question. Je donne la parole à Monsieur Ignan. J'ai voulu prendre la parole pour me réjouir d'être là et dans un milieu qu'on ne me connaît pas. Et c'est intéressant d'être dans un milieu qu'on ne connaît pas et qu'on ne se connaît pas. J'apprends à connaître les gens et je les regarde, ils me regardent. Et c'est intéressant. Je voulais féliciter Madame Tal parce que je l'ai connue très récemment à la cérémonie de manifestation de l'anniversaire de Cheikh Anta Diop. On s'est parlé et elle m'a envoyé ses coordonnées et m'a invité aujourd'hui. Et ensuite, elle m'a envoyé des liaisons de ses œuvres, ce qui fait que j'ai essayé un peu de la connaître davantage sur son parcours et ses manifestations au niveau international. J'ai compris et j'ai suivi beaucoup de ce qu'elle a fait. C'est pourquoi je l'encourage et je la félicite beaucoup de son combat. Un combat très méritant, d'autant plus qu'elle est dans des milieux à l'extérieur où beaucoup de stéréotypes existent et elle a beaucoup parlé sur des rencontres assez importantes. Si je me présente un peu, je dirais que je suis philosophe, que je suis également sociologue
et je suis urbaniste, et je suis technicien, et je suis fonctionnaire de l'État. Mais je suis à la retraite aussi. Donc des questions comme ça m'intéressent en tant que philosophe et sociologue. Je n'ai pas lu le livre. Vous m'avez donné quelques détails, quelques éléments d'information. Mais j'ai retenu, et c'était la première question que je vous ai posée lorsque je vous ai rencontré à l'Université de Dakar, c'était quelle est la relation entre, n'est-ce pas, la reine Saba et Michelle Obama. Est-ce que c'est parce qu'elles sont noires? Ce que je veux, moi, en tout cas, aujourd'hui, que je pense, c'est pas seulement parce que vous êtes une femme que vous allez traiter les questions des femmes, vous êtes féministe, vous parlez de genre, mais c'est surtout la place de l'homme, du noir ou de l'Africain, de manière générale, dans le monde. Si on prend la reine Saba, nous, ce qu'on a retenu, en tout cas, moi, ce que j'en retiens, c'est ce que dit le Coran. La reine Saba, c'était une personne qui était une reine, mais une reine devant un groupe d'hommes assez important et qui étaient des guerriers et qu'elle contrôlait beaucoup de contrées. Donc, c'était des personnes qui avaient le pouvoir. Et le pouvoir qu'elle avait était assez important pour faire face à beaucoup d'adversités. C'est pourquoi même lorsqu'elle a reçu la lettre du prophète de Suleiman ou Salomon, elle a tout de suite, ces guerriers tout de suite ont montré qu'elles ont une grande puissance. Et que cette puissance, elle ne voit pas quel est l'adversaire qui peut se mettre devant eux pour ne pas vraiment le vaincre, cet adversaire. Alors, c'est de cela que je pensais que ça allait être la traduction entre la reine Saba et Michelle Obama en parlant de pouvoir. Et ce pouvoir des Africains, parce que c'est important dans le cadre de leur domination. Les Africains, pré-colonial ou avant-colonial, c'est extrêmement difficile de montrer où ils ont eu la possibilité de faire face à l'adversaire. On parle toujours des Africains qu'ils ne sont pas organisés. Et c'est cette organisation qui manque et non seulement qu'ils ne sont pas organisés, mais qu'ils n'ont pas les armes. Et c'est ce qui fait que tous les colons, tous ceux qui sont venus en Afrique, les ont vaincus. Qu'ils soient arabes, qu'ils soient européens, qu'ils soient tout ça. Ils les ont vaincus à cause du manque d'organisation et de manque d'outils de combat et de guerriers. Peut-être que, je ne sais pas si les héroïnes dont vous êtes en train de parler ont eu à organiser des sociétés, à garder des stratégies de combat et de lutte pour faire respecter la dignité humaine, la dignité simplement africaine et noire. Et nous en sommes toujours à ce problème-là. Si les hommes ont échoué, ici au Sénégal, on dit toujours que derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Vous avez fait le sens contraire, en disant qu'il y a plutôt de grandes dames qui ont été des héroïnes. Je veux bien, mais c'est sur ce plan-là, moi, que je voudrais peut-être qu'on lise un peu les trajectoires des femmes à partir de la reine Saba. Parce que la reine Saba, c'est ça qu'elle a montré. Elle a montré sa capacité à diriger des hommes et à organiser une société et à faire des combats à mener contre l'adversaire et surtout à rester digne. Et c'est ça que j'attendais, en fait, que je voulais voir, peut-être à travers ces oreillines-là. Michelle Obama n'a pas été présidente des États-Unis. Elle a été plutôt une grande dame à côté d'un grand homme qui est Obama. Et donc, c'est seulement ça que je voulais dire. Merci, pour montrer comment on va Niang. faire la lecture, comment on pourrait avoir une lecture qui peut aider les gens à voir comment les femmes, aujourd'hui même, prendraient éventuellement le pouvoir, si les hommes ont échoué, pour rendre à l'homme, rendre à l'Africain, rendre à l'Afrique simplement sa dignité, à l'image de ce qu'a fait Cheikh Anta Diop. Je vous remercie. Merci, M. Niang. Bien, merci. Puisque je suis convoqué à prendre la parole. Bon, j'avoue que je ne sais pas que je ne voulais pas la prendre, mais je pense qu'il y a suffisamment de personnes dans cette salle pour parler de Hawa et de parler de son travail. Je ne suis sans doute pas la mieux placée, mais je sais que Hawa et moi, nous avons des relations personnelles. Elle dit avoir été mon assistante. C'est vrai, je l'ai recrutée pour mener des enquêtes dans le Fouta. Mais quand on était sur le Fouta, c'est elle qui dirigeait. Elle parlait Alpula, moi je parle que le Wolof. Alors quand vous arrivez dans un village de Fouta, vous dites Fatou Sow, né d'un père Sow et de Dembel Sow et de Aïssou Diallo, et vous ne parlez que le Wolof, vous êtes comme dans un piège. Et Hawa a su ouvrir tous les pièges. Elle m'a beaucoup guidée à travers le Fouta que je ne connaissais pas.
mais nous faisions une étude sur les femmes dans la vallée du fleuve. Elle a été vraiment mon guide. Je dirigeais la recherche, mais c'est elle qui m'a guidé sur le terrain. Et c'est elle qui m'a ouvert les portes du Fouta. Merci Awa. Je t'ai souvent remercié, mais là je tiens à le faire vraiment devant ce public qui est le tien, parce que c'est ta famille, c'est la nôtre qui est ici. Alors c'est vrai que ce travail que tu fais est un travail important. C'est un travail que nous avons besoin de faire comme Africaines. Et je voudrais citer, parce que dans ce travail, il y a celui d'une... Alors Simone Gomis est une Saint-Louisienne qui travaillait à Dakar d'abord, puis qui travaille à Radio France, et qui passait son temps à la documentation de RFI, à faire des fiches sur des personnages célèbres et sur des femmes célèbres pour des historiens comme Ibrahim Babakake ou bien d'autres personnes qui avaient des émissions à faire sur l'Afrique. Elle était avec une autre Française, dont malheureusement le nom m'échappe là tout d'un coup. Elles ont fait un ouvrage sur les Africaines célèbres et elles m'ont demandé de préfacer leur ouvrage. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir parce que je pense que j'étais honorée. C'était un premier travail, mais c'est un travail très important parce qu'on retrouve certains des personnages dont tu traites. Je voudrais citer également l'ouvrage de Serbin. Donc ça veut dire que nous, les Africaines, nous nous mettons à écrire notre histoire. Et ça, c'est extrêmement important. Nous le faisons de point de vue, à travers des points de vue différents. Elle a l'originalité de le faire en suivant l'œuvre de Cheikh Anta Diop, en partant du fait que le matriarcat a permis aux femmes africaines de tenir une place très importante. Et ça, c'est bien. Je voudrais également en profiter pour dire que tu as choisi Tamaro, c'est excellent. Tamaro est notre grande sœur, et je pense que c'était bien de lui rendre un hommage dans un ouvrage, parce que le travail qu'elle fait au village SOS, j'étais là au début, après j'ai disparu, mais Tamaro est resté et le village continue et se développe et est devenu même une université. Et ça, c'est fantastique. Bon, merci beaucoup Awa, merci pour le travail. Et je pense que ce qui est important également, alors ça c'est peut-être la discussion scientifique, c'est discuter autour du matriarcat. Comment est-ce que le matriarcat s'est transformé? Comment est-ce que, à partir d'un matriarcat originel de nos sociétés qui, de l'Égypte à l'Afrique centrale, a été vraiment très importante dans le fait de faire accéder des femmes au pouvoir, comment est-ce que avant l'époque coloniale et certainement avant la pénétration de l'islam, comment est-ce que ce matriarcat s'est transformé? Comment il est devenu un matriarcat, mais même un matrilignage? Toutes ces transformations, je pense que c'est important. Et ça nous permettrait de développer ce que dit Cheikh Anta. Parce que quand je le développe, j'ai l'impression que je le conteste un peu. Et alors qu'il y a, au fond, dans l'œuvre de Cheikh Anta et dans les directions qu'il nous donne, des pistes qu'il faut vraiment creuser. Et ça, je pense que c'est un travail important. C'est bien que tu l'aies fait. Et c'est bien, je voudrais également remercier, elle est par là, Fatkine Kamara, qui travaille également dans le même ressort. Voilà, merci Awa. Félicitations encore. Et à tout seigneur, tout honneur, Awa, je te redonne 5 minutes, pas une de plus, pour conclure. Je crois qu'il n'y a pas lieu de conclure. Au contraire, le débat est ouvert. Les pistes sont lancées. Moi, je suis très contente de parler devant les jeunes. Parce que c'est à eux, comme nous disait Cheikh Anta, vous avez du pain sur la planche. Vous avez du pain sur la planche. Nous avons su rebondir avec les Omar Dioum et tant d'autres. Et chacun fait de son côté, parce que de la même façon que M. Diop avait créé les éditions africaines à Paris dans ce temps-là, en pleine période coloniale, quelqu'un comme Abdoulaye Diallo a su aussi partir de l'Harmattan pour implanter une maison d'édition. Parce que le champ du combat est large. Il y a nous étions nés en Pulaar Kolowe. Chacun cultive sa parcelle. Et c'est en les mettant ensemble qu'on a des fruits.
Et effectivement, bon, contrairement à ce que disait M. Nian, s'il y a eu une supériorité, parce que s'il y a eu domination, c'est peut-être au niveau des armes. Au niveau, donc ils avaient, comme disait Cheikh Anta Diop, nous, quand on construisait une société humainement valable, viable, eux, ils construisaient des armes, n'est-ce pas? Mais comme a coutume de dire Oumar Dioum, vaincus, nous ne sommes jamais rendus. Vaincus, nous ne sommes jamais rendus, parce que sinon nous ne serions pas là aujourd'hui. Et je disais, quand Obama a pris le pouvoir, c'est un poème que j'ai mis dans le livre, et l'autre disait, comment ça s'appelle, Martin Luther King disait, dans I Have a Dream. Et quand il a pris le pouvoir, on voyait Jesse Jackson, les sanglots, les larmes coulaient, il n'arrivait pas à retenir. Parce qu'il n'avait jamais pensé que dans sa vie, il verrait un homme noir, président de la République des premières puissances mondiales. Donc nous avons une force de résistance encore. Et nous continuons de résister. Ces femmes de valeur, je ne parle même pas des hommes. Ces femmes de valeur, c'est parce que nous avons refusé de nous soumettre mentalement. Et c'est au niveau mental qu'on vous domine, ou qu'on ne vous domine pas. Et c'est là où les Noirs africains disent que Cheikh Anta, c'est un rédempteur. Et je le disais avant-hier à mon émission avec Sadakan. Les Africains, les Afro-Américains, on leur avait dit, vous êtes des esclaves, vos ancêtres étaient des esclaves, vos enfants seront des esclaves. Et quand ils ont découvert l'œuvre de Cheikh Anta Diop, qui leur disait que toutes les sciences dont s'énergouit aujourd'hui l'Occident part de l'Afrique, dont l'écriture, n'est-ce pas? Par exemple, le théorème de Thalès. 13 siècles avant Jésus-Christ, le théorème de Thalès était sur les papyrus d'Égypte. Comment 13 siècles après peux-tu dire que ça t'appartient? Donc il y a un piège intellectuel, il y a un piège. Vous pensez que ces gens qu'ils ont amenés en Amérique, ils pensaient que l'un d'eux sortirait la première dame puissante, la première dame de la plus grande puissance mondiale? Mais non, c'est parce que nous avons su résister. N'est-ce pas? C'est parce que nous avons su refuser la domination. C'est parce que nous avons su refuser l'écrasement que nous en sommes aujourd'hui. N'est-ce pas? Nous sommes libres, en fait. Mais il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de défis, mais nous les relevons. Nous ne sommes pas des vaincus, nous sommes des résistants. Et comme disait Wad, moi, quand un ouvrage me parle plus de colonisation que de résistance, aussi académique qu'il soit, je le mets de côté. N'est-ce pas? Soyons fiers de ce que nous étions, comme disait le professeur Fatsou. Relisons Cheikh Anta Diop et essayons de voir comment réactualiser ce bicaméralisme qui était là. Les hommes participaient au pouvoir, les femmes participaient au pouvoir pour créer une Afrique avec un développement durable. Je vous remercie. Les mots de Hawa mettent fin à cette rencontre. Vous êtes conviés à vous faire signer le livre si vous l'avez acheté et un cocktail est offert juste à côté.